Bonjour et bienvenue dans l'épisode 14 du Cinéco. Aujourd'hui je suis avec encore Rodolphe Huguenot Merci Andy. et avec un nouvel invité, Kevin Jezekel. Bonjour, je m'appelle Kevin Jezekel. Présente-toi, vas-y. Ah oui, Qu'est-ce que tu fais? j'ai oublié. Du coup, je m'appelle Kevin Jezekel et je fais des choses. Du dessin, Par exemple. de la peinture. Par exemple. Merci Kevin. Merci de... Mais du coup, donc on a vu en avant-première, parce qu'il sort le 11 juin. 11 juin. Nous on l'a vu le 6 Juin. le 6. Ouais, je suis bon niveau date. Waouh. On a vu en avant-première du coup The Life of Chuck de Mike Flanagan. En sa non-présence, il n'a pas voulu se déplacer à l'Arvor. C'est triste, hein, j'ai pleuré. Mais du coup, le film sort le 11 juin et on va vous inciter à aller le voir à l'Arvor et pas au pâté. Parce que le pâté, voilà. Voilà, ils ont déjà assez de thunes. Voilà. Et si c'est pour la donner après à Luc Besson, Mm. non Et merci. surtout que l'Arvor, bon, bah, il y a Antonin là-bas qui a très, très bien aimé le film, donc voilà. Faut Et faire il l'a plaisir. lui faire plaisir. il l'a très bien vendu aussi Il avant. l'a très bien vendu avant. Et du coup, de quoi ça parle, Life of Chuck? Je vais faire encore une fois le synopsis de merde De l'internet. de l'internet. Synopsis assez simple du coup de Allociné, on va pas perdre de temps. Hein. La vie extraordinaire d'un homme ordinaire racontée en 3 chapitres. Merci Chuck. Heureusement que j'ai vu le film. Et l'épisode s'appelle Merci Mike. Parce que, voilà. Vendeur de Flanagan. On va pas spoiler le film. En tout cas, on va pas spoiler les gros. Pour une fois. C'est dommage. Hein. C'est mieux de découvrir en fait comment il est construit plutôt que de se le faire raconter quoi. Oui, donc on va pas. En tout cas, nous, on va parler un peu de notre ressenti. On va le lier peut-être à d'autres expériences, puisque c'est une adaptation de nouvelles de Stephen King, comme l'était par exemple Ted By Me de Rob Reiner. Peut-être un peu plus augmenté quand même. Hein. Parce que ce qu'on a vu, c'était une nouvelle. Mais là, quand même, il a réussi à broder quelque chose là-dessus. Oui, parce que ouais, on dirait que ça pourrait être un film basé sur un truc plus long, en tout cas un Ouais, roman. Toute la longueur, quand même, elle est justifiée. Ouais. Genre vraiment. Ouais, bah, on a un film sur. En fait, on retrace une vie, en soi. On va commencer avec Kevin. Qu'en as-tu pensé? Bah au départ, tu vois, au premier chapitre en tout cas, je trouvais ça assez plat, on va dire. Intriguant quand même. Intriguant quand même, mais en même temps, genre pas fulgurant, tu vois. Genre dans le sens où je m'attendais à des trucs de mise en scène, tout ça. Après, bien sûr, c'est pas le bon réal, tout ça, mais après, c'est surtout dans l'histoire que ça joue. C'est une réalisation, on va dire, classique, et réellement, ce classicisme est vraiment mis en scène pour l'histoire. Et clairement, si pas l'histoire derrière, ben ça serait plat, mais justement, t'as cette réalisation sobre pour mettre en évidence l'histoire et justement porter l'histoire. Et mine de rien, c'est vraiment Mike Flanagan vraiment met son dispositif au service du récit. Ouais, parce que ce qui est intéressant, c'est que tu trouves qu'il a une mise en scène assez sobre. Ouais. Et que dans le synopsis, on parle bien d'un homme ordinaire. Ouais, ce que j'ai entendu dire, Ouais. c'est une réalisation ordinaire Ouais, mais parce que. pour en un vrai- film extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que Flanagan, du coup, c'est pas la première fois qu'il adapte Stephen King. Il devient même expert là-dedans, vu De toute qu'il a façon, fait c'est un Doctor Sleep. Pro de l'adaptation en fait. J'ai l'impression qu'il aime 2 choses dans la vie, c'est Edgar Allan Poe et Stephen King. Putain, faut que vous vous rencontriez en fait. Je suis pas fan de Stephen King. Non mais t'adores Edgar Allan Poe. C'est normal, mais tout le monde aime Edgar Allan Poe. Et toi, du coup, après Kevin, sur les autres chapitres, par contre, ça coulait quoi. Bah ouais, concrètement, tu vois, genre c'est surtout que là, la sobriété. Il n'y avait pas trop de sobriété, genre parce qu'il y avait quand même des. Bah, il y a quand même des beaux Ouais, éléments de c'est mise ça, en c'est scène, ça. on pense à C'est un que- plan. Ouais, mais clairement, t'avais vraiment des endroits où justement ils se permettaient de faire un peu de belles dispositifs de mise en scène, tu vois, vraiment pour du coup justement les appuyer sur des points centraux du récit. Et clairement, bah, ça Ça va les, pas. ça les rend bien plus beaux. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et toi, Rodolphe, qu'en as-tu pensé? Vu que tu as mis 4,5 sur Letterboxd. Déjà, c'est parce que je suis un énorme suceur, mais. Si tu pouvais C'est mettre normal. 5,5 à des films, tu mettrais ça. Bah écoute, si je pouvais mettre 5,5 à Noroi, je le ferais. Ouais. D'ailleurs, Flanagan adore Noroi, donc. Merci, ça, allez, c'est pour c'est être casé. Respect pour être ensemble. Non, plus sérieusement, du coup, moi j'étais déjà très happé par la première partie qui est quand même très intrigante et tout. Ouais. Sans trop en dire, hein, mais c'est vraiment, je trouve que ça met vraiment pas longtemps avant qu'on se pose la question de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on nous montre. Et surtout que, bah, moi j'avais vraiment rien vu. En fait, le seul truc que j'avais vu de Life of Chuck, c'est adapté d'une nouvelle de Stephen King par Flanagan et le poster avec le casting. Et les Tom posts. Hiddleston sur un fond d'univers. C'est tout ce que j'avais vu. J'avais essayé de pas regarder les bandes annonces ou quoi, parce que bah les bandes annonces. Même si en l'ayant revu la bande annonce, mais après, franchement, vous pouvez y aller et Bah, il nous rester dit, surpris. Elle, ouais. elle dit vraiment pas grand chose à la bande annonce. Bah, elle peut plus rien dire en fait, vu que c'est la forme du film qui décide, on va dire, un peu comment l'histoire est racontée. Parce que justement, j'en parlais à Elisa. Elisa, elle me disait que la bande-annonce lui donnait pas envie. Elle a tort. Oui, ça c'est sûr.
Mais en tout cas, voilà, faut pas se fier à la bande-annonce peut-être. Ouais. Mais moi, je l'ai trouvée belle, la bande-annonce. Et par contre, Bah, t'as elle pas est d'éléments. poétique, quoi. Mais faut pas t'attendre à avoir des éléments. De toute façon, il y a rien qui pète dans la bande-annonce. Enfin, on te dit que tu vas suivre la vie d'un homme. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que c'est Tom Hiddleston qui interprète, on va dire, qui est la tête d'affiche du film, et qui n'est presque pas dans le film. Bah, il est dans un tiers du film, quoi. Ouais, mais en vrai, il est soit sur des affiches, ou bah c'est. C'est vrai que c'est en fait, c'est limite un peu ironique qu'il soit que sur les affiches, Alors étant que c'est donné la que tête d'affiche. nous aussi, il est dans les affiches, quoi. C'est le personnage principal, mais en vrai, t'as quand même plusieurs personnages et donc plusieurs stars qui du coup apparaissent. Et en vrai, t'as plusieurs performances et plusieurs acting qui sont soulignés en vrai. Ouais, mais justement, même eux, tu vois, ils apparaissent par intermittent. Ouais, mais justement, ça s'alterne et du coup, t'as vraiment une composition. Et après, clairement, genre, les acteurs, ils ont fait leur taf, tu vois. Ils ont vraiment bien assuré leur rôle et c'était clairement. Beau à voir, c'est aussi ça, tu vois. Genre, t'as l'histoire et t'as aussi l'acting qui est porté par ces gens. Ouais. Chiwetel Ejiofor, du coup, qui joue le rôle du professeur, mais je crois qu'il est. En fait, il est presque. Je sais pas s'il est plus dans le film que Tom Hiddleston, mais il y a moyen. Je pense qu'ils le sont autant. Peut-être que c'est Jacob Tremblay qui est le plus, du coup. C'est clairement Jacob Tremblay. Ouais. Ouais, ça par contre, oui, parce que le segment est le plus long aussi. Ouais. Oui, c'est ça Mais qui. c'est le plus long et c'est le plus important parce qu'en fait, un des points qui caractérise beaucoup, et c'est un peu drôle par rapport au podcast, c'est que c'est les échos. Le film, il est rempli. Ils appellent ça les multitudes. Ouais. Le film est rempli d'échos. En fait, tout ce qu'il va y avoir dans une partie, tu vas forcément le réentendre, soit dans la partie suivante, soit dans la partie d'après. Enfin, à chaque fois, il y a ce genre de truc. Et en fait, tout se base dans le segment, en fait, entre guillemets, dans la partie où c'est Jacob Tremblay qui interprète du coup Chuck, quoi. C'est intriguant. Faut le voir pour le comprendre, je pense. Hein. Quand j'ai vu la bande-annonce de Life of Chuck, j'étais en mode. Je comprends pas, du coup. Là, tu me montres Karen Gillan et le mec du coup, qui attend un truc dans l'espace, là, mais. Le film est calé SF, sauf que je suis censé voir la vie d'un type normal. En même temps, SF et tout, mais concrètement, dans le début, t'as quand même toute l'impression que ça passe sur cette partie SF, et justement, le fait que le monde est en train de partir à la dérive, et que t'as beaucoup de catastrophes qui se font, et que, notamment liées un peu au monde actuel, mais un peu exagéré, on va dire. Mais ouais, mais on est plus dans le fantastique que la science-fiction. C'est ça aussi. Parce que, en tout cas, ce qui marque le film, c'est un élément, donc on va pas forcément le spoil. Mais il y a un élément, on va dire, un peu mystérieux, mystique, qui intervient du coup, notamment surtout Dès dans... le début du film. Ah oui, non, ok, je vois ce que tu voulais dire. Enfin, Ok. On pensait pas au même événement. Les gars, ça doit être vraiment difficile à comprendre, c'est parce qu'en vrai, l'histoire est tellement incroyable. Ouais. Mais moi, en tout cas, j'ai un truc qui m'intéresse beaucoup là-dessus. C'est qu'en gros, du coup, il y a Mike Flanagan dans le film, qui est rarement, on va dire, dans ses prods. Moi, en tout cas, c'est la première fois que je le vois. Donc, qui est à l'enterrement d'un personnage, et qui dit « Ah, elle a pas souffert ». En parlant du coup d'un personnage qu'on n'a pas vu mourir en fait, et de toute façon en fait il n'y avait pas d'utilité à le voir mourir, c'est un personnage assez, je pense qui est assez fort quand même émotionnellement. Et puis de toute façon c'est aussi des fois ça la mort, tu la vois pas venir. Oui, et surtout qu'il y a cette question là que Flanagan ne l'a pas montré dans le montage. Et en fait il y a aussi une grosse question de montage dans le film, notamment avec les actes, bon le montage est un peu bordélique mais on va pas le spoil. Et cette salle un peu mystique, moi je la vois comme une salle en fait, c'est là où on va dire la magie du montage opère dans le film. Et il y a une phrase qui me reste un peu dans la tête, que les gens ne comprendront pas forcément, mais peut-être après avoir vu le film. Il y a un moment où on dit, en fait, il n'a pas disparu comme les autres entités de cette façon-là. Il a disparu d'un coup, ils disent. Comme s'il y avait cette question-là encore du cut. Et j'ai l'impression qu'il y a un côté, même si je le vois souvent en ce moment, mais parce que j'ai l'impression qu'en vrai, ça revient souvent en ce moment, il y a un côté un peu méta au film. Oui, il est totalement méta. En vrai, moi je trouve qu'il est méta le film. Et il y a notamment autre chose qui me fait dire ça, c'est la scène, on va dire l'une des plus belles mises en scène du film, sur les fenêtres. C'est une projection. Enfin, c'est une projection du personnage, tu vois. Mais voilà, en tout cas, moi c'est surtout ce qui me marque avec le film, c'est le montage, en tout cas. Mais c'est vrai, en termes de montage aussi sonore, faut le préciser. Oui, et on a une belle parce qu'il y a un montage sonore notamment au niveau de la batterie. Ouais, là encore, même on a une rythmique qui se crée à ce moment-là. En fait, le film est monté très sobrement au début. Et par contre, quand on commence à y avoir la batterie, on a une vraie rythmique au montage, quoi. La scène du milieu, celle-là avec la batterie, mais justement, elle est incroyable celle-là. Elle est longue. On prend plaisir en vrai. Ouais. Il y a eu pas mal de gens qui ont parlé pendant longtemps, là, ces derniers jours, de la scène dans Sinners. La scène de danse. Ouais, la scène de danse dans Sinners. Et franchement, je pense que celle-là, c'est pareil niveau énergie et tout, ça te met dans une bulle que t'as pas envie de quitter, quoi. Ouais. Mais de toute façon, le film est comme ça, il a un peu un côté doux amer.
Genre, toi tu dis que t'avais rapproché de Stand By Me, mais en même temps c'est un de tes films préférés aussi. Et puis Bah en oui, plus, mais- c'est aussi King. Mais il faut le dire souvent, Stand By Me, c'est une quête de la vie à travers la mort. Et en Mmh. vrai, il y a un Mais peu ça. Life en of même Chuck, temps- c'est en un même peu temps- ça aussi. En même temps, genre au départ, quand tu commences le film, tu penses pas vraiment avoir affaire à une vie, tu vois. Mais après, mais justement, quand tu termines la fin, tu fais ouais, mais c'est totalement une vie, tu vois. On est centré sur ce gars, on voit pas tellement à l'écran, mais clairement, c'est vraiment une restitution fidèle de ce que peut être une vie, tu vois. Et ça, c'est incroyable. Vraiment, les dilemmes, tout ça, vraiment. Mais c'est tous ces souvenirs-là, en fait, même tu te dis, ouais, tous ces éléments, tous ces échos qui vont ressurgir. Et pour revenir aussi, ouais, parce que je repasse après ces échos-là, mais la scène de la batterie, le moment où arrive la batterie, encore une fois, Flanagan commence un montage différent. Parce qu'il montre, le moment où la batterie commence, le tape sur la casserole. Et là encore, du coup, tu vois, Flanagan, il se dit, vas-y, le montage se lance, hop, je fais intervenir quelque chose, un élément nouveau dans ce truc, dans ce montage-là. Et qu'on retrouve après, ouais. Et qu'on retrouve après plus tard dans un autre acte. Mais il y a encore cette question-là de Mike Flanagan, j'ai l'impression qu'il intervient sur le montage, mais que c'est lié aussi à ce qu'on va dire à Mais ce que t'as dit là, un film des échos. Ouais. Bah, surtout que cet écho-là du montage, on l'a à la batterie. Mhm. Si je me trompe pas, quand il danse dans la cuisine, du coup, dans l'autre acte, Mhm. on a à peu près le même nombre de cuts, enfin, Ouais. le même découpage. Ce qui est intéressant, qu'on n'en a pas parlé, c'est la figure du narrateur. Si tu veux rester dans le côté méta, le narrateur, Le narrateur, c'est il le est réel. Oui. Et sinon, on parle du fait que Flanagan soit un réalisateur de l'horreur. Alors, pas en vrai, oui, mais ça dépend. La scène de la chambre. Ou de l'endroit où il faut pas y aller. C'est le MacGuffin en vrai, un peu un MacGuffin, tu vois. C'est vrai, oui, non, c'est complètement MacGuffin. vraiment MacGuffin. Mais c'est un MacGuffin, mais lancé dans le premier acte, entre guillemets, oui. du film. Mais par contre, on se rend pas compte à ce moment-là que c'est un MacGuffin. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, quand même, qui sont assez angoissants, quoi. Et tu sens qu'il y a une maîtrise du genre là, même si c'est pas du tout le but du film de vouloir te faire peur et tout. Il y a quand même des moments qui le sont et qui sont extrêmement bien maîtrisés pour le coup. Mais ça fait un énorme contraste avec le fait que du coup, il y a ces petites bulles douces, quoi, de douceur et tout, qui sont très très bien maîtrisées aussi, quoi. Et pour un mec qui a fait essentiellement du film d'horreur ou de la série d'horreur, c'est hyper intéressant de voir qu'il est complètement capable de faire autre chose et d'aussi bien le maîtriser. Bah, c'est parce que dans ces séries, je sais pas si du coup vous avez pas vu ces séries Netflix. vu. Sans un bruit, c'est tout. Quoi ? C'est pas du tout Flanagan. Ah mince. C'est marrant que tu dises sans un bruit, parce que vous avez le film Hush, qui est pas facilement trouvable, parce que moi je l'avais C'est téléchargé. l'histoire d'une meuf sourde, c'est ça? C'est une meuf sourde en gros, c'est une sorte d'home invasion, et elle essaye d'échapper à son meurtrier pendant tout le film dans la maison, à travers ça quoi. Et d'ailleurs c'est assez intéressant que Flanagan a fait ça, parce que je sais pas si vous savez, mais le premier home invasion du coup du cinéma, Ouais. il date de très très longtemps. Ah bon? Ouais, c'est Loïs Weber, du coup c'est une femme, qui a réalisé à l'époque, du coup en 1913, Suspense, voilà, tu peux pas faire plus clair dans le nom du film, et où c'est un home invasion, et qui invente déjà, qui met de ce que j'ai vu, qui est le... Ah ouais, mais genre Hitchcock, il arrête pas d'appeler le suspense tout le temps, donc du coup... Bah, c'est surtout qu'Hitchcock, alors Hitchcock s'est revendiqué à fond de réalisateur, mais pas de réalisatrice. Ah, bizarre. Alors que c'est impossible quand on voit Suspense de Loïs Weber, tu peux être sûr que par contre c'est la mère du home invasion et du suspense. Attends, mais en vrai, c'est dingue, genre... Ça, c'est pas connu. Bizarre. Ouais, mais je l'ai pas vu beaucoup passer, mais voilà, en tout cas Flanagan, déjà je trouve ça assez marrant du coup de tirer, on va dire, parce que il prend... Oui, c'est un film plus- muet du coup. c'est un film muet, il prend sa femme en plus pour jouer dedans, enfin... On n'est pas sur un... Bon, après l'home invasion en général, c'est la femme. Et Ça Mike fait- Flanagan joue dedans? Non, Ah non? même le tueur au masque pour le coup, c'est pas Flanagan dessus. Ok. Ça serait marrant. Ça serait marrant, Incroyable. mais bon, on peut pas être... il est dans tout le film, donc ça aurait été casse-couille je pense pour lui. Alors que là, l'enterrement, il est qu'une seule fois dans Life of Chuck, donc... et je sais même pas s'il est dans j'allais dire The House that Jack Built. The Haunting of Hill House. Je sais même pas s'il est Oh dedans. putain. Flanagan dans le film de Lars von Trier là. Ouf. Mais je sais pas du coup si vous voulez aller sur d'autres terrains avec The Life of Chuck. Il fait une mention, au départ, à la Bretagne, MDR, à Ouessant est mentionné. Le phare de la jument qui est un vrai phare à Ouessant. Et alors on va dire autre chose, c'est que le film arrive à être d'actu sans le vouloir. C'est vrai. Puisque il y a un moment où une scène du film où Pornhub est bloqué. Ah ouais? C'est bloqué? Dans le film, hein? Et dans la vraie vie. Hein? On sait que tu sais Kevin. Ah merde. Le jeu d'acteur. Mais du coup en France, donc si t'as fermé, parce que bon, on
va pas débattre de ça ici, hein, mais c'est pas le sujet. Mais par contre, le film arrive à être d'actu en France. Précisément en France, hein, parce qu'aux États-Unis, c'est pas le cas. moment. Au bon moment, pile poil. Et pareil, on a la guerre, du coup. Une guerre de jours. 4 jours qui est mentionnée entre le Pakistan et l'Inde. Ouais. Et il y a très peu de temps, ça a repris de là-bas et tout. Et vraiment, c'est. Bon, après, il y a un passif entre le Pakistan et l'Inde, Évidemment, qui fait que oui, on mais- pouvait le prédire, hein, mais. Oui, mais tu vois, ça aurait pu être n'importe quel conflit. Et puis souvent, le plus souvent, quand il y a des fausses guerres, entre guillemets, dans les films, ils essaient plus d'aller vers des terrains Je vous avoue un truc. de pays qui ne sont pas frités avant pour pas trop. Oui. Je vous avoue un truc, c'est qu'il y a un truc que je comprenais pas, c'est qu'au départ, il y a tous ces catastrophes qui arrivent, mais on le voyait dans un cocon où on a l'impression que rien se passait, tu vois. Où c'était plutôt un impact, mais plutôt mineur, genre plus d'électricité, plus de Pornhub, des trucs comme ça, tu vois. Bah, ils en parlent vite fait, parce que tu sais, ils disent, oh, il y a un fossé qui s'est mis sur tel truc, Ouais, mais on il y a les un voit truc jamais. qui s'est détaché. On les voit jamais. C'est vrai, bah, en vrai, je pense que c'est question de budget. Ouais, mais ça marche. Ça marche bien. Et parce qu'il y a question de cette bulle-là, et aussi il y a question de cette acceptation. Ils en parlent à un moment, genre de toute façon, en fait, on s'en fout de le voir parce que bah on l'a accepté, c'est la fin. À ce moment-là, c'est Matthew Lillard en plus. Et je trouve que, franchement, Matthew Lillard, c'est un très bon acteur en vrai. Voilà. C'est l'acteur qui joue du coup C'est le tueur un des 2 tueurs dans Scream 1. C'est aussi Sammy dans les films Scooby-Doo qui sont scénarisés par James Gunn. Et c'est aussi. Ah, c'est le voisin. Oui, c'est le voisin. Oui. C'est le voisin dans Life of Chuck. Tu sais que j'ai eu un doute à un moment, je trouvais qu'il ressemblait au général dans Avatar. Pas du tout, du coup. C'est pas lui, Non, pardon. mais bah non, j'ai vu ça après, Et mais Matthew ensemble. Lillard, c'est aussi Springtrap dans le film Five Nights at Freddy's. Est-ce que vous voulez de ces infos? Mais il joue très bien dans Life of Chuck en tout cas. Mais Et de toute ils ont un façon, il n'y a super pas un voisin. seul acteur qui est mauvais dans Life of Chuck. De toute façon, ils sont tous très bons et tout. Mm. Et en plus, ils n'ont pas forcément tous la même palette parce que les ambiances des parties sont pas forcément les mêmes. Mais vraiment, chaque acteur a son moment. Et étant donné le nombre d'acteurs quand même qu'on a, c'est quand même assez... en 1h50, c'est quand même assez étonnant qu'il arrive à faire à ce que chaque acteur ait vraiment un moment particulier. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un acteur dont je me rappelle pas une scène en fait. Ouais, même la meuf à la batterie pour le coup dans les trucs, Ouais. dans le chapitre des artistes de rue, c'est abusé comment. Ouais, Elle elle dégage une putain Elle, d'énergie elle aussi. parle presque pas. Ouais. Et pourtant, elle a son jeu qui est parfaitement étalé quoi. Mhm. T'as l'impression que Flanagan il construit beaucoup ses films aussi sur ses acteurs quoi. Qui veut montrer en fait ce dont ils sont capables et tout ça. Mais c'est ce qu'on a dit, tu vois, genre on a peu vu l'acteur principal ou la tête d'affiche. Ouais. Et mine de rien, t'as aussi, bah, on peut dire aussi que c'est un peu un rapport avec le fait que la vie c'est vraiment les rencontres aussi. Et là, ça marche dans ce sens-là aussi, hein, quelque part. Ouais, bah oui, parce que de toute façon, on va dire que tous ces échos sont amenés. Enfin, on va pas spoil du coup encore, mais ça fait chier. C'est terrible. Mais voilà, c'est une question de rencontre, on va dire, et puis qui vont ressurgir. Et c'est marrant, oui, je crois qu'on a déjà parlé du coup, mais de la tête d'affiche qui se retrouve sur. Qui est vraiment qui est tête vraiment d'affiche, une quoi. tête d'affiche pendant une partie du film. Enfin, c'est. Je voulais le mettre en parallèle avec un autre film. Je sais pas si toi tu l'as vu, je pense. Kevin, toi, je sais pas si tu l'as vu. Saul de Pete Docter, le Pixar. Ouais. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Bon, bah, rapport, voilà, sens de la vie, musique. J'ai pensé aussi à un film de Nolan dans la structure. C'est en fait concrètement, je pense que les gens qui ont vu Memento vont comprendre là où je veux en venir. Ils vont mieux comprendre s'ils vont voir le film. Je vais pas en dire. Tu plus. trouvais que c'était mieux construit que. En fait, ouais, c'est concrètement c'est un peu un récit à rebours, tu vois, où on commence par en fait, on commence le récit par la fin et on remonte jusqu'au début. Et pas réellement dans ce sens-là, mais concrètement, c'est par 3 actes, on arrive du coup à mieux comprendre le début. Et clairement, c'est ça. Et c'est justement pour ça que je veux en venir à ce film-là de Nolan qui est du coup l'exemple classique de ce type de récit, tu vois. C'est vrai que Nolan il commence par la fin et puis il va Non. jusqu'au début dans le même temps ou c'est plus. C'est les deux en même temps en fait. Ouais, c'est Ouais, c'est plus puzzlé et puis. Ouais, c'est Mais impossible dis-toi de le faire, on va Ouais. dire que la toute première scène du film, dans le sens narratif, dans le sens la première scène pas que l'on voit mais qui est dans le film techniquement, elle est à la toute fin. Et la toute dernière scène dans l'histoire du film, elle est au tout début. Mais ensuite tout se mélange. Mais c'est très compliqué à décrire comme ça. Mais c'est genre, en le voyant, c'est très. Ouais, parce que c'est pas parce que Life of En fait, Chuck qui prend un parti plus subtil, on va dire, Oui. c'est de Oui. son premier pour ça. acte. Ou alors on est dans C'est un pour ça que je sens. dis que c'était mieux récit. Ouais, on est dans un sens inverse, mais c'est surtout qu'en fait, le premier acte, qui n'est Après, pas spécialement le dernier, n'est plus en fait les multitudes de Je ce pense que dernier. quitte à comparer Life of Chuck à des films qui jouent comme ça sur le temps, je dirais pas Nolan parce que. Bah, Nolan est assez classique. Ouais, mais c'est Non, vraiment mais- parce que non, c'est mais classique, même- tu vois. Non, parce Ouais. que même Memento, par exemple, c'est vraiment. Il mélange tout son film dans un mixeur un peu. Et il n'y a pas vraiment. Alors que Life of Chuck, c'est vraiment chaque partie et tout.
Et je pense qu'à la limite, c'est plus à rapprocher d'un Pulp Fiction notamment ou d'un Reservoir Dogs par exemple. En termes de temps, je trouve que c'est vraiment des C'est vrai que grosses, c'est des longues grosses scènes scènes. dans l'ordre. Alors que dans Memento, c'est petite scène, plus 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 petite scène. Mais ouais, mais Je trouve que la construction après, ouais, le récit est vraiment très fourni, très construit, tu vois. Et vraiment, il arrive pas à être étouffant avec. C'est aussi qu'il faut mentionner quand même. Parce qu'il laisse beaucoup, parce qu'il laisse beaucoup de moments, par exemple la danse de la batterie. Enfin, il laisse des respirations dans son film. Hein. Il fait pas du montage à la. Bah, il fait pas du cut pour rien, quoi. Bah, surtout que on l'a pas. Hein? C'est un bourréal. Ouais. Et Ah, un bon monteur. Ah bon, Puisque Flanagan est au montage. Et c'est le seul nom qui est mis pour le montage. Ouais. Je sais pas si vous avez d'autres. En fait, je réfléchissais à des échos pour le film, mais le truc, c'est que je me suis dit, bah. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, mais en même temps, le film est assez unique dans sa vision qu'il a de la vie qui monte d'un homme ordinaire, et j'ai pas trouvé de films, en tout cas, qui sont revenus comme ça. Enfin, j'avais trop l'individualité du film en tête pour penser à autre chose, quoi. Mais parce que moi, j'ai pas l'impression, en tout cas, de voir vu déjà une construction, on va dire, semblable. Après, peut-être que la nouvelle a l'air bien fournie. Ouais, après, ça serait peut-être. Le problème, c'est que concrètement, la beauté du film, c'est aussi dans sa découverte et aussi après dans son revisionnage. Et si on commence là-dessus, on va peut-être partir sur des éléments beaucoup trop dans le film, on va rentrer beaucoup trop dans le film, je sais pas. Bah, le revisionnage, clairement, va amener à voir des personnages, parce que du coup, on sait que tous les personnages d'un acte sont issus d'autres. Voilà. Ouais, clairement. Donc, si on revoit le film, clairement, on va trouver d'autres, on va dire, d'autres trucs un peu plus cachés. Et il y a d'ailleurs, il y a des retours même. Je sais que le truc des lampadaires, quand on est sorti de la salle, en plus, les lampadaires se sont allumés. Mais ouais, il y a ce côté-là, en tout cas, des lampadaires qui s'éteignent dans le film à un moment. Il y a un écho sur ce qui va se rallumer. C'est marrant parce que ça, du coup, c'est con parce que c'est un petit détail en soi. Mais je pense que la prochaine fois que je suis dans la rue et qu'il y a les lampadaires qui vont s'éteindre, je vais penser au film, quoi. Ouais, c'est ouf, hein, parce que pour un film, en vrai, c'est dur d'avoir un film aujourd'hui qui t'amène à. Enfin, qui devient tellement. Il peut devenir culte, ce film-là. Genre vraiment, il faut qu'il faut aller le voir, quoi. Ou sinon, allez le voir, vous, les gens qui écoutez. Mais faut. En tout cas, c'est un film qui peut avoir le statut de culte. En gros. Si on regarde aujourd'hui, en tout cas. Après, il y a une consommation du cinéma qui est très différente de l'époque. Mais justement, ce film est un peu à contre-courant de ce qui se fait, tu vois, dans le sens où t'as vraiment une histoire construite qui prend son temps, tu vois. Ouais. Oui, bah le fait de prendre son temps, ça c'est sûr que ça manque un peu. Je le trouve plus marquant que beaucoup de films, tu vois, actuellement. Ouais. Vraiment. Pas celui-là. Ouais, en même temps, c'est pas dur. Hein. De toute façon, tu le vois, la concurrence. Et ben du coup, c'est un épisode assez rapide, mais on vous incite tous à aller voir Life of Chuck en salle, du coup, quand il sort. À l'Arvor, au Pâté, bon, en vrai, peu importe, on le voit, hein, faut le voir. Mais bon, c'est mieux à l'Arvor. Et voilà, merci Kevin d'être passé. Merci à tous. Merci Andy. Merci Rodolphe. Merci Kevin. Merci à vous tous. Merci. Merci Chuck. Et à toi. Merci Mike. Mais voilà. Et à la prochaine. Salut.